Les journalistes devraient plus romancer leurs histoires s'ils ne veulent pas perdre leur public. Pour mon mémoire de master, moi j'ai décidé de faire un podcast de politique qui s'appuie sur le storytelling pour mieux informer les publics. L'idée de base en fait est venue des podcasts que j'écoutais et souvent des podcasts qui donnent une grande attention au storytelling, c'est-à-dire les podcasts de true crime ou bien les podcasts même de fiction qui sont super bien construits, il y a des ambiances sonores, il y a des personnages, il y a du suspense, un dénouement, c'est génial, mais c'est pas forcément du journalisme dans le sens où on va pas forcément être informé sur l'actualité. Ces podcasts-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont super écoutés par les jeunes, disons les 20-40 ans, une tranche d'âge qui est souvent pas touchée par les médias. Et en même temps, moi, je suis passionné de politique, donc je voulais faire un podcast de politique. Cette apparente tranquillité, il se passe beaucoup de choses au sein de la Berne fédérale. Des coups bas, des stratégies, des alliances, des révélations, de la corruption. Dans la politique, quand on y réfléchit, il y a tous les ressorts un peu narratologiques qu'on retrouve dans ces autres types de podcasts. Il faut juste la raconter. Et c'est ça qui a donné à la fin mon podcast. En tout cas, la conception de ce podcast Rafi au Parlement, qui s'intéresse à la vie politique suisse. Et d'ailleurs, en fait, c'est justement ici, dans le studio de la JM, que j'ai enregistré le tout premier épisode qui est disponible sur Spotify. Donc voilà, j'ai essayé d'utiliser les ressorts narratologiques pour informer les gens sur la politique. Et c'est ça, en fait, le cœur de ma question théorique, qui s'intitule « Quel rapport à la mise en récit audio-journalistique de la politique entretient-elle avec la réalité qu'elle présente à ses publics ?» Donc forcément, c'est difficile de résumer autant de pages en quelques phrases. C'est pas aussi noir et blanc, c'est forcément gris. C'est-à-dire qu'il y a des avantages à raconter des histoires et aussi des inconvénients. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle manière, disons, une autre manière de traiter de politique qui est peu utilisée dans les médias et qui a ses avantages. Par exemple, en politique, souvent, on va présenter un point de vue et l'autre, donc un camp contre l'autre, la gauche contre la droite. C'est super dichotomique et ça permet pas vraiment de comprendre toutes les dynamiques qu'il y a derrière. En racontant des histoires, on comprend beaucoup plus le contexte, on comprend le lien qu'il y a entre l'un et l'autre, on comprend d'où ça vient. C'est aussi de l'éducation politique, on comprend plus globalement en fait le système politique et c'est ça qui est aussi intéressant parce qu'ensuite on va peut-être plus s'intéresser à la politique, mieux comprendre, mieux pouvoir prendre des décisions. Cette série vous fera découvrir l'immense influence du lobbying sur la politique suisse, mais aussi celle des commissions parlementaires qui, vous le verrez, ont une importance cruciale sur le vote de nos élus. Bon, avec ce mémoire, je crois que je l'ai toujours eu en tête, mais je me suis rendu compte à quel point c'était précieux d'avoir toujours en tête cette attention au storytelling. Il faut savoir raconter des histoires. Je veux dire, personne n'est obligé de lire un article, personne n'est obligé d'écouter un podcast, mais nous, c'est notre travail d'aller chercher les gens et les intéresser. Ce qui est super important et qui est ressorti dans mon podcast, c'est le terme « vigilance du réel ». On peut utiliser les ressorts de la fiction, on peut raconter des histoires, mais notre souci en tant que journaliste, c'est de se rapprocher de la réalité. Et il faut toujours avoir ça en tête. C'est-à-dire que quand je raconte des histoires, il faut toujours que j'aie des sources solides sur lesquelles je peux m'appuyer pour raconter une certaine réalité. En m'appuyant sur des procès juridiques, c'est ce qui s'est passé, en m'appuyant sur des sources de médias, je peux être sûr qu'il y a vraiment eu cette rencontre à cet endroit-là, avec ces gens-là. Quelle était la musique, j'en sais rien, mais la base s'appuie vraiment, c'est un souci de vigilance du réel. Et ça, j'essaie aussi de le transmettre aux auditeurs, aux auditrices, en étant le plus transparent possible avec eux, en montrant mes sources. Et je pense que c'est super important pour garder la confiance en fait entre le public et le journaliste. Un mot sur la construction de l'épisode. Il repose sur un long travail de recherche journalistique. Vous retrouverez les principales sources en description de l'épisode. La partie théorique, elle a aussi énormément nourri ma partie pratique. Ce que je veux dire par là, c'est que la partie théorique s'intéresse à la déontologie. C'est quelque chose qu'on a travaillé à la JM, aussi des sciences sociales, quel rapport le journaliste entretient avec le public, etc. Et je pense que c'est super important quand on est journaliste. À la fin, on a une production, c'est celle-là qui est vue par le public, mais d'avoir toute cette réflexion derrière qui là prend la forme d'un travail théorique, ça permet d'être certain que la pointe de l'iceberg qui est la partie pratique en fait repose sur une fondation solide qui est toute cette réflexion déontologique théorique qui vient en amont de la production finale. Ce mémoire, ça a quand même été une sacrée aventure. C'est un travail énorme. À la fin, c'est un produit qui fait 15 minutes, mais j'ai dû faire des interviews, 5-6 interviews, j'ai dû lire, énormément lire, me renseigner auprès de personnes et ça, c'est un long travail et quand on est tout seul, c'est hyper solitaire. Bon voilà, ça c'était pour les difficultés, mais aussi plein de choses qui m'ont boosté. Déjà, la phase d'écriture en soi, c'est un long travail, un long processus, mais c'est super intéressant parce qu'on se laisse le temps aussi de penser à ces détails-là, à quel moment on met un dialogue, à quel moment c'est le narrateur qui parle. Voilà, monsieur le maire. Enchanté, Son Altesse Royale. Enchanté, monsieur Barazzone. L'homme qui présente Guillaume Barazzone au prince héritier se nomme Diego Aponte.
Le plaisir aussi, c'est d'avoir un produit terminé. Ça fait du bien de rendre quelque chose à la fin qui est là, ok, c'est un produit, il y a une réflexion derrière, et aussi finalement d'avoir des retours de gens tout nouveaux, entre 20 et 40 ans, des gens auxquels on aimerait s'adresser aussi quand on a notre âge et qu'on est journaliste. Voilà, maintenant mon mémoire, je l'ai rendu, j'ai terminé la JM, je suis diplômé. Qu'est-ce que ce mémoire va m'apporter pour la suite? Déjà, peut-être un objectif. Je sais que j'aime faire ce genre de format, je sais que je peux m'améliorer, mais que j'en serai capable. Je crois qu'il a du potentiel. Ça sera peut-être pas tout de suite parce que pour l'instant, je travaille pas avec de l'audio. Je travaille pour un magazine, j'écris des articles, mais ça veut pas dire que tous ces enseignements sur le storytelling, sur captiver nos lecteurs, nos lectrices, va pas se retrouver là. Les articles parfois s'étalent sur 2-3 pages. Une dernière chose, on sait que la presse écrite est surtout lue par des gens plus âgés, moins par les jeunes, mais ça veut pas dire que ces gens-là, qui sont habitués à une certaine presse, vont pas être intéressés par de nouvelles façons de raconter les histoires, celles qui intéressent les plus jeunes, les 20-40 ans. Et donc de penser cette nouvelle manière de faire du journalisme, ça va permettre à la fois d'intéresser les plus jeunes et en même temps d'embarquer d'autres publics plus âgés pour à la fin mieux informer.